Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence organisée par CCMO Mutuel en partenariat avec MOA et dédiée à un sujet qui nous concerne tous, bien vieillir et prendre soin de soi. La question que j'ai envie de poser est si vieillir n'était pas seulement une question d'âge, mais surtout de choix au quotidien. Et vieillir, on le fait tous, c'est inévitable. Mais bien vieillir, cela s'apprend. Aujourd'hui, CCMO Mutuel a voulu vous proposer un format un peu différent, puisque à la fois nous aurons des conseils précieux et concrets avec notre expert Éric Boulanger. Vous êtes professeur de médecine et biologie du vieillissement au CHU et à l'Université de Lille. Vous êtes également directeur médical de Tempoform, Bien vieillir en Hauts-de-France. Et enfin, auteur du livre Je décide de vieillir bien. Bonjour Eric. Bonjour, merci pour votre invitation. Et puis, nous aurons un regard terrain avec une personne qui vit avec son arrière-grand-mère et que vous connaissez très certainement. Il s'agit de Mélissa, Demel et Fernande, qui va nous partager son quotidien avec son arrière-grand-mère qui a aujourd'hui 101 ans et qui vient de sortir son livre Mel et Fernande. En la regardant vieillir, j'ai appris à vivre. Bonjour Mélissa. Exactement, bonjour, merci. Et comme quoi, on ne peut pas forcément aussi qu'être vieux pour parler du bien vieillir. Merci à tous les deux d'être présents et de nous accompagner tout au long de cette conférence. Avant de démarrer, pour ceux qui sont derrière leur écran, n'hésitez pas à poser vos questions et à interagir sur le chat. Nous prendrons bien évidemment un temps pour essayer d'y répondre. Alors Eric, pour démarrer, une première question, ça veut dire quoi bien vieillir? Alors, la question est pas facile, mais la réponse est assez simple. C'est garder toutes ses capacités physiques, toutes ses capacités mentales et cognitives qui permettent d'avoir une interaction normale et adaptée avec autrui. Ça veut dire, je marche bien sans être dépendant de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. C'est-à-dire, j'ai pas de cadre, j'ai pas de fauteuil roulant, on ne doit pas m'aider pour aller de mon lit au fauteuil. Mon cerveau va très bien. Je peux aller sur Internet, je peux encore déclarer mes impôts, et puis je sais encore interagir, que ce soit en physique ou maintenant par les réseaux sociaux, qui sont des moyens d'interaction extrêmement puissants, et c'est quand on veut qu'on peut avoir ce moyen d'interaction. Mélissa, vous n'avez pas pu venir aujourd'hui avec Fernande, mais est-ce Bien que sûr. Fernande va bien? Oui, elle va très bien. Je vous remercie de me poser la question. Forcément, quand on a 101 ans, on essaie de vivre à un rythme un peu calme, même si elle a une vie trépidante. Mon arrière-grand-mère, pour ceux qui ne nous connaissent pas, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à 101 ans. Elle va vivre jusqu'à 126 ans, on l'espère. Donc, aujourd'hui, elle se repose. Eh bien, vous lui transmettrez un bonjour de notre part. Ça sera fait. On dit qu'on est programmé pour vivre jusqu'à 120 ans. Là encore, j'ai une autre question. À quel âge vieillit-on? Alors, ça dépend sur quel côté on se met. Je vais vous faire peur, mais sur le plan biologique, on a déjà des marqueurs de vieillissement avant de naître, avant même que papa féconde maman, c'est-à-dire que le spermatozoïde gagnant débarque dans l'ovule avec déjà des marqueurs de vieillissement. Bref, sur un plan concret, on est au summum de toutes ces fonctions, même si sur le plan biologique, vous avez compris, ça démarre très tôt, mais on est au maximum de ces fonctions vers 25-30 ans. On commence à sentir que c'est un peu plus difficile, que les lendemains, quand on a des excès, sont compliqués. C'est plutôt vers 45-50 ans. Et on entre dans le grand âge plutôt vers 75-80 ans. Mais là encore, j'aime pas donner de chiffre d'âge parce que c'est faire de ce qu'on appelle l'agisme, hein. C'est-à-dire que le chiffre, on s'en moque un petit peu. C'est surtout comment on est. Il y a des gens qui, à 30 ans, sont déjà comme des petits vieux parce qu'ils ont fait n'importe quoi ou alors ils n'ont pas eu de chance, hein. Et puis, il y a des gens qui, comme Fernande, sont en pleine santé à 101 ans, c'est ça? 101 ans. Alors, 101 102 ans. ans cette année. 102 ans bientôt. Donc voilà, mais globalement, en termes de population générale, il faut retenir 30 ans.
ça commence à décliner et 50 ans, on commence à le sentir et 75 ans, c'est vraiment l'avancée dans le grand âge où là, il faut tout faire pour garder un maximum de toutes ces fonctions. Eric, on parle beaucoup du patrimoine génétique et des 1000 premiers jours. Est-ce que finalement, tout n'est pas déjà écrit avant 2 ans? Et est-ce qu'il n'est pas trop tard finalement pour prendre soin de soi? Alors, il est jamais trop tard. Je vois que dans le public, les personnes qui sont présentes, il y a un peu tous les âges. Il y a quand même une majorité de personnes d'âge avancé. J'aime bien cette expression. Elle vient pas de moi, mais elle veut tout dire et n'importe quoi, hein, âge avancé. Et puis, je me réjouis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine proportion de messieurs. Parce que ça m'arrive de faire des conférences où il y a 99% de dames en âge avancé et aucun messieurs. Donc ça, c'est très bien. Mais quand on revient à quel âge il faut faire attention, il n'y a pas d'âge. Alors, vous avez parlé des 1000 premiers jours de vie. C'est quoi les 1000 premiers jours de vie? Quand papa rencontre maman, c'est le jour de la fécondation. C'est J0, d'accord? Vous faites le temps d'une grossesse, c'est 270 jours. Et puis vous rajoutez les 2 premières années de vie, c'est 2 fois 365 jours. Donc la grossesse plus les 2 premières années de vie, ça fait 1000 jours. Jusque-là, je pense que c'est assez simple, mais ça va un peu se compliquer. C'est-à-dire que quand papa rencontre maman, il y a la moitié du capital génétique, donc l'ADN du papa, qui va fusionner avec l'ADN de la maman. C'est ce qu'on hérite, et ça, on ne peut rien y faire. C'est notre capital génétique, hein. Je ne sais pas si vous regardez les séries Crime, Faites entrer l'accusé, et ainsi de suite, hein. Il y a le fameux ADN qui est votre carte d'identité génétique. Elle est unique et c'est que la vôtre. Et dedans, il y a des bons gènes et il y a des mauvais gènes. Et qu'est-ce qui va se passer pendant les 1000 premiers jours? Ben, pendant la grossesse et pendant les 1000 premiers jours, en fonction de ce dont, à quoi le fœtus et le bébé va être exposé, il va y avoir des choses qui vont venir au-dessus de l'ADN, au-dessus de l'appareil génétique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et ça va modifier l'expression des gènes. C'est-à-dire que à gènes identiques, si vous prenez un jumeau qui habite à Beauvais et un jumeau qui habite à Lille, s'il y en a un qui fait tout bien pour bien vieillir, eh ben, il va avoir des modifications autour de ces gènes qui vont dire au mauvais gène de bien s'exprimer, au bon gène de bien s'exprimer et au mauvais gène de mal s'exprimer. Et si l'autre jumeau fait n'importe quoi, ça va être tout le contraire, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à surexprimer ces mauvais gènes. Et là, il y a une grande avancée. Je vais prendre un exemple concret, hein. Mesdames, ne culpabilisez pas, mais on sait qu'aujourd'hui, une femme enceinte ne doit pas se maquiller. Parce que dans le maquillage, il y a des perturbateurs endocriniens qui vont aller sur le bébé et faire que certains bons gènes ou certains mauvais gènes vont être soit surexprimés, soit sous-exprimés. Et ainsi de suite. Si la maman est stressée à cause du papa, l'enfant va le comprendre et va modifier ce qu'il y a autour de ces gènes. Alors, je vais prendre une image pour que vous compreniez bien ce que c'est. Tout le monde connaît le papier ou le carton d'orgue de Barbarie, hein. C'est un papier où il y a des petits trous, des rectangles, des à droite, des à gauche, et ainsi de suite. Eh bien, imaginez que vous ayez une double hélice comme ça d'ADN, qui est une double hélice d'orgue, de papier d'orgue de Barbarie. Eh bien, en fonction de votre manière de vivre, pardon, il va y avoir des trous qui vont se boucher, des trous qui vont s'élargir, des trous qui vont se décaler. Et en fait, si votre jumeau a le même papier à musique d'orgue de Barbarie que vous, et que lui, il n'a pas du tout fait la même chose que vous pour bien vieillir ou mal vieillir, ben, ils auront la même partition, mais ils n'auront pas la même musique. Et c'est vraiment ça qui aujourd'hui est un enjeu, parce qu'on sait modifier cette musique, on sait rajeunir ces modifications quand on a fait n'importe quoi, ou quand on a tout fait bien, si on fait n'importe quoi, on va tendre à avoir des maladies liées au vieillissement. Eric, au travers de vos propos, j'entends plusieurs choses, comportement, manière de vivre. D'ailleurs, on entend souvent parler de piliers du bien vieillir. Concrètement, c'est quoi? Et est-ce qu'il y a des piliers qui vous paraissent indispensables? Oui, alors, il y en a deux, mais ça, vous les savez très bien. C'est
bien manger les 5 fruits, 5 légumes, pas manger trop gras, pas trop sucré et pas trop salé. C'est très, très vrai, mais c'est le siècle d'avant. Vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait. Aujourd'hui, l'enjeu pour ça, c'est savoir changer ses comportements. Ça reste très vrai, la nutrition. L'autre pilier qui est très connu, mais je dis souvent c'est le siècle d'avant, c'est l'activité physique. On sait que plus on aura une activité physique, mieux on va vieillir. Mais c'est pareil, c'est le siècle d'avant. Ça fait 30, 40, 50 ans qu'on sait qu'il faut bien manger et qu'il faut bien bouger. Maintenant, il y a des nouveaux leviers qui sont très très importants et faciles. Par exemple, euh, bien voir, aujourd'hui dans la salle, on est nombreux à avoir été victimes d'un vieillissement fonctionnel que personne n'appelle le vieillissement fonctionnel. C'est la presbytie. Et tout le monde a réversé ce vieillissement fonctionnel. Moi, j'ai des lentilles, je vois un certain nombre de personnes qui ont des lunettes très certainement progressives, hein. Quand on vous met quelque chose devant le nez, vous devez faire ça. Euh, c'est je suis fragile, je suis atteint d'un vieillissement fonctionnel et il y a un moment, je suis fragile, je réverse. Jamais on vous a dit quand vous êtes trop jeune, Mais jamais j'ai on, des lunettes aussi, hein. jamais on vous a dit quand vous aviez la presbytie qu'on allait rétablir une fonction liée au vieillissement. Donc il y a la vue, on fait la même chose sur l'audition. Quelqu'un qui entend mal, moi je leur dis quand je les vois là, au centre Tempoform, bah, je pense que maintenant il va falloir vous faire appareiller. Et je dis, mais vous faire appareiller, c'est pas pour bien entendre. On s'en fout de bien entendre. C'est pour bien entendre et protéger votre cerveau d'un vieillissement accéléré. La cataracte, j'ai des personnes qui viennent me voir en disant, oh docteur, pour ce que je fais, je vais rester comme ça avec ma cataracte. Mais non, pas du tout. Si vous avez la cataracte, vous lisez moins, vous stimulez plus, vous stimulez moins votre cerveau. Le cerveau, il se met sur ses lauriers. Si vous avez la cataracte, vous avez peur de bouger, de vous prendre les pieds dans je ne sais quoi, vous bougez moins. Il y a le sommeil, il y a l'interaction sociale, il y a énormément de choses sur lesquelles il faut se pencher pour bien vieillir. Il faut que ce soit un plaisir. Et puis, il y a ce qu'on oublie aussi, c'est la mise à jour des vaccins. Qui est à jour de ces vaccins? Les plus de 65 ans, êtes-vous vacciné contre le zona et le pneumocoque? Ouais, ah, voilà, c'est bien. Il y en a. Qui prend de la vitamine, qui ne prend pas de vitamine D? Waouh, bravo. Qui est à jour de son dépistage du cancer du sein et cancer du côlon? Bien. Mais en fait, il y a un biais de sélection. Si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à votre vieillissement. Il faudra aller faire le tour dehors Du et prendre cartel, toutes les ouais. personnes. Vous êtes à jour, vous prenez de la vitamine D. Et là, voilà. Moi, je me souviens d'une dame. Faut m'arrêter hein, si je parle trop longtemps parce que j'ai une babelle pas possible. Je me souviens d'une dame qui avait fait un certain nombre Elle avait 74 ans, très bien. Un certain nombre de chirurgies esthétiques. Enfin, tout était très, très bien. Et puis, aucune mise à jour des vaccinations et pas de dépistage du cancer du côlon et pas de dépistage du cancer du sein. Il y a un moment, je me suis dit, mais vous n'avez pas l'impression que vous perdez un peu votre temps de venir me voir pour bien vieillir alors que vous n'avez pas fait le B à bas de la vaccination et des dépistages de cancer. Donc voilà, c'est bien vieillir, il faut surtout pas s'arrêter à la nutrition et l'activité physique, même si ça reste très vrai. Le sommeil, hein, le sommeil, c'est très très important. Eh bien, merci Eric pour ces pratiques qui sont très concrètes et qui sont des pratiques du quotidien finalement. C'est très vrai, ouais. Mélissa, Fernande est centenaire et vous vivez au quotidien avec elle depuis 4 ans Ouais. maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien avec Fernande, nous donner des exemples concrets de votre quotidien, nous dire ce qui fonctionne, ce qui lui permet de rester en forme et enfin, mais également on imagine que vos vies à toutes deux, ce n'est pas qu'Instagram. Et puis, vous avez très certainement des moments difficiles voilà, au quotidien. Et on aimerait savoir qu'est-ce que vous faites dans ces moments où Fernande peut être Mm. fatiguée, malade. Alors, beaucoup de questions, mais je vais essayer de te retenir. Pour commencer, vivre avec une femme de 101 ans
c'est formidable parce que je ne considère pas qu'elle a 101 ans, je la considère d'un égal à égal. On peut faire beaucoup de choses qui paraîtraient extraordinaires par rapport à son âge, à sa condition physique, parce qu'elle est en fauteuil roulant, donc ça vient limiter pour beaucoup de personnes un certain nombre d'activités. Mais au contraire, pour moi, il y a une solution à tout problème, et le fait d'avoir 101 ans et d'être en fauteuil roulant n'est pas du tout un problème, c'est juste une petite complication sur notre chemin. Mais pour autant, ce qui compte, c'est le but final, on arrive à faire ce qu'on veut. Et mamie, il faut savoir que désolée, vous allez beaucoup m'entendre dire mamie, c'est un automatisme. Donc mon arrière-grand-mère, je vais faire en sorte qu'elle ait à la fois un quotidien d'une seconde vie, parce que je dis souvent que vieillir, ben, c'est vivre. Vieillir, ce n'est pas un accompagnement de fin de vie, c'est justement se permettre de vivre des choses qu'on n'aurait jamais pu dans la première vie, la vie de maman, la vie de sœur, de fille, de femme. Quand on est à la retraite, je pense qu'on a plein de belles choses qui s'offrent à nous. Pour faire plein de belles choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Mamie, c'est son cas. Et je suis là aussi pour lui rappeler quand même qu'elle a un certain âge avancé, comme dit mon cher Eric, et qu'il faut effectivement se calmer parce que mamie, si je l'écoute, on part en avion faire 12 heures de vol pour aller à l'autre bout du monde. Alors quand on a un pacemaker et que on a envie d'ouvrir la fenêtre dans l'avion, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais pour autant, voilà, il y a plein d'autres choses qu'on fait de très sympathiques. Mamie m'a dit qu'elle n'est jamais allée en Espagne alors qu'elle est d'origine espagnole quand même. Je lui ai dit, bah, très bien, on fait une croisière avec toute la famille en Espagne. Et pour autant, ce qui est formidable dans notre relation, c'est que je vais toujours me projeter avec elle comme si elle allait vivre encore de très longues années parce que je ne suis personne pour dire, eh ben, elle est en fin de vie. Non. Et quand j'entends beaucoup de personnes, même de la famille proche d'elle, lui dire, ben voilà, il se peut que ce soit sa dernière année, peut-être qu'on ne pourra pas fêter son anniversaire. Ben, moi, je ne le vois pas comme ça. En avril 2027, j'ai payé déjà la croisière. Ben, s'il faut l'annuler, je l'annulerai. Enfin, je peux partir avant elle aussi. Donc, bien vieillir, pour moi, c'est pas forcément avoir une vie de jeunesse, ni une vie de vieillesse. C'est tout simplement être vivant. Hein. Déjà, on va se contenter de ça. C'est formidable. Quand je vois que le fils le plus jeune de mon arrière-grand-mère est décédé à 40 ans, franchement, vivre, c'est déjà très, très beau. Et donc, effectivement, Eric, il donne tous ces beaux conseils pour pouvoir vieillir le mieux possible. Mamie, elle a la DMLA, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Elle est pas du tout dans les soins médicaux. Il y a tant d'années, on lui a dit, il y a la clavicule qui est cassée, il y a le genou qui est cassé. Elle a rien fait refaire et aujourd'hui, ben, elle en souffre. Donc, si vous avez l'opportunité, ben, c'est quand même important de prendre soin de soi physiquement, médicalement parlant. Ma grand-mère, je prends très soin d'elle. Elle a 76 ans, qui est sa fille aînée, et elle vieillit pas de la même manière. Je vois qu'elle a beaucoup de confusion, d'oubli. Alors, on va me dire que c'est parce que elle a son quotidien depuis 20 ans qui était tourné et centré autour de mon arrière-grand-mère et qu'elle allait s'oublier. C'est vrai. Mais du coup, ça ne veut pas dire qu'on va pas aller faire de tests pour voir si tout se passe bien là-haut. Et c'est ce qu'on est allé faire. Et justement, en faisant des scanners, on lui a dit, bah, effectivement, il va falloir en faire d'autres parce qu'il y a peut-être un problème. Et aujourd'hui, elle ne le fait pas parce qu'elle n'a pas envie d'avoir la réponse. Mais avoir la réponse, c'est pas pour avoir peur qu'on vous la donne. C'est justement pour faire en sorte d'avoir tous les éléments pour le mieux vieillir et entourer des personnes qu'on aime. Et faut pas être dans le déni de ce qu'on vit. Et moi, j'espère un jour que je vieillirai. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle aujourd'hui parce qu'on n'a pas tous la chance de vivre. On est prédisposé à vieillir, hein, c'est la vie. Hein, enfin. Mais quand je vois effectivement, je reparle du fils de mamie, mais qui est décédé, lui il n'a pas eu cette chance-là, et pour autant, je suis sûre qu'il aurait rêvé de vivre avec ses enfants comme un papy. Enfin voilà. Donc, contentons-nous de vivre dans les meilleures conditions possibles. Et il y a aussi effectivement les jours où ça ne va pas. Je me rappelle de cette question. Il y a 3 semaines, un mois, on a dû faire un petit séjour un dimanche soir à l'hôpital parce que mamie, elle a des problèmes cardiaques et qu'on devait faire une prise de sang. Et en fait, moi, je n'ai jamais mis un pied à l'hôpital, mamie non plus d'ailleurs, parce qu'elle n'aime pas, elle aime pas les traitements. Donc, c'est facile, hein, on reste malade à la maison et on attend que ça passe. Et donc, on arrive à l'hôpital et en fait, on arrive pour une prise de sang et on se rend compte qu'au bout de 5 heures, la prise de sang n'est toujours pas faite. Mamie demande à boire, on lui refuse de lui donner un verre d'eau. Pourtant, moi, je demande un verre d'eau, on m'en apporte un, donc c'est quand même complètement débile. Hein. Et je vois ce nombre de papis-mamies qui sont dans le couloir à attendre littéralement la mort. Hein, parce que moi, j'ai fait une petite vidéo pour dénoncer ça. Et puis, à chaque fois que je me levais pour demander quelque chose, est-ce qu'on peut amener mon arrière-grand-mère aux toilettes? Elle a envie de, voilà, la grosse commission. Et là, ils viennent me voir, ils me disent, mais elle a qu'à se faire dessus, on la nettoiera, ça nous fatiguera moins le dos.
D'accord. Donc voilà comment on traite aujourd'hui nos aînés. Donc je pense qu'effectivement, c'est urgent de changer cette image qu'on a de nos aînés parce qu'on est tous concernés. Et j'adore quand j'entends des personnes parler de cette façon-là des personnes qui ont vécu bien plus de choses qu'elles parce que ben, elles-mêmes, elles risquent d'y arriver. Et je pense qu'on est notre propre karma. En fonction de comment on va traiter les autres, on nous traitera plus tard. Et voilà, donc pourquoi pas plutôt bien tous se comporter les uns envers les autres et de la bienveillance au plus haut point, c'est le plus important. Merci, Mélissa, de nous avoir décrit Avec quelques plaisir. aspects de votre quotidien. En France, nous sommes excellents en curatif, peut-être un peu moins parfois en prévention, même si on peut estimer qu'il commence à y avoir du changement. Est-ce que justement, il n'y aurait pas des paliers, 40 ans, 50 ans, 60 ans, où il faudrait faire des bilans de santé pour savoir si nous avons, enfin, qu'est-ce qui fonctionne bien et ce qu'on peut peut-être, qu'est-ce qui pourrait améliorer le vieillissement? Est-ce qu'il faudrait mesurer, vérifier? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Eric. Alors, il y a depuis 1 an et demi l'assurance maladie qui a mis en place ce qu'on appelle mon bilan prévention. Vous avez peut-être vu la publicité à la télé, une publicité très, très belle, très colorée. Donc, il y a pour les 20-25 ans un bilan de santé qui est principalement orienté vers les addictions, parce que c'est la tranche d'âge où il y a des addictions et qu'il faut les repérer parce que les addictions, ça peut accélérer certaines maladies. Il y a le bilan de santé à 40-45 ans qui est le repérage des maladies chroniques ou de risques de maladies chroniques. Il y a 60-65 ans qui est mon bilan de prévention sur la fragilité. Je ne sais pas si je peux avoir la diapositive fragilité, préfragilité. Et puis, il y a mon bilan de prévention à plus de 75 ans. Non, c'est après. Il y a des petites. Voilà, c'est ça. Et à plus de 75 ans, c'est l'isolement social et la dépendance. Donc moi, mon activité, elle est principalement centrée ici. Vous voyez ici, c'est le temps, un peu importe. Et on a développé un programme donc, qui s'appelle Tempo Form, Bien vieillir en Hauts-de-France, et à partir de 45 ans. Alors pourquoi on s'est mis à partir de 45 ans? Parce qu'on s'est dit qu'avant 45 ans, on n'arriverait pas à sensibiliser les personnes à leur vieillissement. Je veux dire, et quelque part, tant mieux, quand on a moins de 45 ans, on peut sensibiliser sur des pathologies, mais pas sur le vieillissement. Et en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle approche qui n'est pas une approche sur les maladies d'organes, les maladies du cerveau, du cœur, du poumon, ce qu'on appelle la pathologie organique, mais sur les fonctions. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde soit robuste le plus longtemps possible, à savoir garder ses fonctions physiques, cognitives et interactions sociales. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle le vieillissement réussi. Ça, on ne l'appelle pas le vieillissement pas réussi, mais quand quelqu'un est dépendant, en général, c'est rarement réversible. Et tout l'enjeu, c'est de repérer, comme je disais tout à l'heure, fonction par fonction, les préfragilités ou fragilités parce qu'on sait les réverser. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. 45 ans, je deviens presbyte. J'ai les bras qui s'allongent ou qui raccourcissent, ça dépend comment on voit les choses, mais je ne vois plus de près. Donc, je vais un peu plus souvent chez l'ophtalmo. Et puis, un jour, il faut réverser parce que quand c'est trop loin, c'est trop petit, je ne sais plus lire, je réverse avec des lunettes. Et on peut faire ça, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'audition, je m'appareille. Sur les muscles, je mange plus de protéines et je fais un peu plus d'activité physique. Sur les os, je prends du calcium, de la vitamine D et je fais de la marche nordique. Sur le sommeil. Et toutes ces fonctions qui peuvent avancer vers la dysfonction au fur et à mesure de l'âge, si on les repère en préfragile, je surveille de plus en plus. Si je suis fragile, je remonte. Imaginez toutes celles et ceux qui ont des lunettes depuis l'âge de 45 ans, vous n'auriez plus su lire depuis 45 ans. Mais votre cerveau, il ne marcherait plus. Moi, je dis souvent,
Je viens d'avoir 60 ans, donc ça fait un certain nombre d'années que je suis presbyte. Je dis j'aurai un QI de bulot. C'est une expression que tout le monde connaît bien, mais c'est vraiment ça. Et donc, on peut réverser une fonction. Et quand je réverse ma fonction vision et audition, je réverse aussi mon activité physique qui va aller mieux et aussi mon cerveau. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'approche holistique du vieillissement. Il ne faut pas penser qu'à une chose, mais la médecine et puis notre santé, l'assurance maladie, elle nous finance les appareils auditifs, elle nous finance les lunettes. Alors, quand on veut des belles paires de lunettes, c'est la monture qui coûte cher. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir notre médecine qui permet de réverser fonction par fonction pour remonter. Donc, dès que vous prenez un coup de vieux sur quelque chose, il faut savoir d'où ça vient et il faut réverser une ou deux fonctions pour que la personne, dans sa globalité, remonte vers la robustesse quand c'est possible. Merci Eric pour ces clés, j'ai envie de dire, de vieillissement réversible. J'aimerais désormais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que l'isolement peut diminuer l'espérance de vie? Et au contraire, être accompagné au quotidien, voir ses proches, ses amis, avoir des liens sociaux, est-ce que ça permet finalement de vieillir en bonne santé? Oui, complètement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais ça fait partie de mes trois règles fondamentales pour bien vieillir. Il y a le lien en premier lieu, parce que tout simplement, mon arrière-grand-mère, il y a 5 ans, elle disait qu'elle n'avait plus rien à faire ici, qu'elle voulait mourir, que ça faisait voilà quelque temps qu'elle se sentait en retrait dans la société, hein. On est un petit peu invisibilisé. Et moi, à partir du moment où je lui ai posé des questions, que je l'ai remis au centre de l'attention, tout de suite, elle a eu envie de vivre. Aujourd'hui, elle dit qu'elle veut vivre jusqu'à 126 ans. Pourquoi je disais ça tout à l'heure? Et forcément, si j'avais continué à la laisser dans son coin, à ne pas lui poser de questions, à part lui demander si elle va bien, j'imagine qu'aujourd'hui, son discours serait tout autre. Donc, mais à n'importe quel âge. Moi, je vois ma grand-mère qui a 76 ans. Elle ne s'entoure de personne et elle dit, c'est son souhait, elle veut être invisible. Je lui ai dit, Mamie, je t'emmène en week-end en Thalasso Spa, c'est super sympa. Elle m'a dit, ouais, je sais pas trop, on va me remarquer là-bas. Je dis, mais personne va te remarquer. Les gens, après, ils dorment bien la nuit quand ils t'ont vu la journée, t'inquiète pas. Et ça, c'est dommage parce que, en plus, le fait de pas vouloir avoir de liens sociaux, etc., ça nous renferme dans nos propres pensées. On parle de moins en moins. C'est très important si vous vivez seul. Moi, ce que je fais, je parle à voix haute hein, quand je suis toute seule. Ça m'aide à garder du lien avec moi-même. Mais je pense qu'effectivement, c'est important et c'est même essentiel. Alors pour confirmer, hein, il y a plusieurs études qui ont été publiées, notamment une sur une cohorte, comme on dit, donc des milliers de personnes en Angleterre. Et ils ont démontré que le fait d'avoir des interactions sociales, mais en dehors de sa famille, augmentait l'espérance de vie de Et en dehors de soi-même. 11%. Et en dehors de soi-même. Et pourquoi en dehors de sa famille? Parce qu'ils ont démontré que quand on était avec sa famille, en fait, on était dans sa zone de confort et qu'on ne se faisait pas une stimulation du cerveau. Alors que là, vous voyez, je fais attention à ce que je dis, je suis en dehors de ma zone de confort, je ne suis pas en train de parler avec mes proches, donc là, je stimule mon cerveau. Donc ça, c'est vraiment important, l'interaction sociale, et tant que faire se peut, en dehors de sa famille pour sortir de sa zone de confort. Et un autre message qui va aussi avec l'interaction sociale, souvent, c'est avoir des projets. Et ça rejoint un petit peu Ouais. la question de la retraite, hein, le Mm. voyage en Espagne en avril C'est un projet, c'est ça? 2007. C'est un Ouais. projet. Et on se rend compte que vivre sans projet, c'est un peu mourir. Et c'est d'ailleurs un moment crucial au moment de la retraite. C'est-à-dire que tous les Français, yes, yes, la retraite, la retraite, la retraite, on se rend compte que ceux qui continuent de travailler, il y a eu un modèle hein, d'un monsieur au Brésil qui a été le plus vieux salarié du Brésil jusqu'à 89 ans et il vient de mourir à 117 ans. Voilà, Effectivement. un doyen. Et donc, il faut faire attention à la retraite, Un notamment projet de le dépasser alors. notamment pour les hommes. Alors, pour les jeunes hommes, quand ils arriveront à la retraite, ce sera peut-être pas un sujet, mais les hommes actuels qui sont à la retraite, ou moi qui vais bientôt l'être dans 5 à 10 ans, on a tous été principalement monotâches, les hommes, alors que les femmes sont multitâches. Les femmes, elles s'occupent de la maison, des courses, des enfants, des petits-enfants, parfois des papiers, et ainsi de suite. Et quand les femmes passent à la retraite, c'est juste une tâche de moins.
Et l'homme, en général, il est beaucoup plus investi, il est beaucoup plus monotâche. Et quand il passe à la retraite, si la retraite n'a pas été préparée, c'est le yes pendant 2, 3, 4 mois, 6 mois, et après, c'est le grand vide. C'est ce qu'on appelle la sensation d'inutilité pour la société. Donc ça aussi, ça se prépare et ça rebondit sur projet et interaction sociale. Souvent, quand on a des projets, on a plus d'interaction Surtout sociale. que ce que vous dites, c'est que quand mamie, elle ne va pas bien, il y a des jours où elle est fatiguée, elle va dire, bon, il faut que je sois en forme parce que bientôt on va à Saint-Tropez, bientôt on part en vacances là-bas. C'est ces projets qui lui permettent de se requinquer plus que moi, qui lui dit, allez mamie, faut que tu sois mieux, faut que tu sois en forme. Parce que j'ai arrêté de lui dire, faut que tu sois, c'est elle, de elle-même, qui va se dire, pour tel projet, je peux pas me permettre de rester dans cette situation. Voilà, il faut avoir des projets à la hauteur de ses ambitions. Ça aussi, c'est très important de ne pas avoir des sous-projets qui, pour en finir, ne sont pas des projets qui ne sont pas stimulants ou des sur-projets qu'on n'arrivera jamais à atteindre et ça reste un peu un rêve. Alors certes, c'est stimulant, mais il n'y a pas la satisfaction d'arriver à ce projet et d'en Ah, démarrer un complètement. autre. Donc finalement, quand je vous écoute, c'est entre autres avoir des projets pour simuler le quotidien. Mélissa, est-ce qu'il y a une habitude que vous avez changée, vous, dans votre quotidien, pour mieux vieillir en vivant aux côtés de Fernande? Oui, complètement. Alors, il faut savoir qu'avant de m'occuper de mon arrière-grand-mère, je faisais des études de droit pour être notaire. Et j'étais très focalisée dans mes études et dans ma carrière. J'ai toujours dit que j'étais carriériste. Je pensais qu'à ça. Mon travail passera avant ma famille. Je pensais toujours grand projet. Et en fait, plus je traînais avec mon arrière-grand-mère, je la fréquentais, plus je comprenais que chaque moment de la vie, peu importe l'importance qu'il représente, la tâche, le petit déjeuner, enfin, peu importe ce qu'on allait faire, tout est hyper important. Et du coup, j'ai appris, grâce à mamie, à prendre du temps, à savourer chaque instant et à arrêter d'être toujours dans le après. Souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a demandé. Qu'est-ce que tu feras après, mamie? Et après, je savais même plus quoi répondre. Et j'ai dit, bah après, je sais pas, j'ai pas pensé, laisse-moi vivre le maintenant. Et le maintenant, il peut durer des années si on est comme ça, parce qu'en fait, enfin, moi, je trouve qu'il n'existe pas de maintenant si on le vit pas. Si tu réfléchis vraiment, le passé, il existe, on sait le définir, le futur aussi, mais là, à chaque fois que je parle, le maintenant, le présent, il est déjà passé. Donc, c'est vraiment important d'être toujours en pleine conscience de nos actions, et ça, je le sais depuis que je m'occupe de mamie, rien que le coucher le soir, lui préparer son lit, quand on va regarder un film ensemble, je vais la regarder le film, je regarde même pas le film, je la regarde elle, et je suis hyper concentrée sur elle qui regarde le film, ça n'a pas de sens, alors qu'avant, j'allais dire, bon ben, j'ai pas le temps pour faire ça, il faut que j'aille vite étudier. Donc, ne plus être dans le après, d'être dans l'instant présent et de savourer chaque moment, oui. Eric, vous nous avez partagé pas mal de pratiques concrètes. Est-ce que tout ce que vous venez de nous dire, vous l'appliquez? Non, Est-ce que non. le bien manger, le bien dormir, faire de l'activité physique, est-ce que vous le faites finalement, vous? Alors, je fais tout un petit peu bien, mais il y a une case que je coche, c'est la case plaisir. Le yaka faucon, c'est insupportable. Notamment les médecins, on est un peu insupportable parfois. C'est faut faire ceci, faut faire cela. Non. Par contre, ce que j'ai fait, et j'ai fait ce que la science décrit et recommande, sans vraiment m'en rendre compte que je le faisais. On dit souvent c'est le cordonnier le mal chaussé. Je vais vous raconter en fait que je viens d'avoir 60 ans et pour mes 60 ans, je me suis fait offrir un vélo, certes électrique, mais un vélo. C'est déjà mieux que ne rien faire et de monter dans ma voiture. Et en fait, ce que l'on se rend compte aujourd'hui, c'est que plus on avance en âge, plus c'est difficile de changer ses comportements. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et donc, si on n'a pas été élevé dans les premières années de sa vie à être comme ça, plus on va avancer, plus ça va être difficile de rectifier. Et donc, ça faisait longtemps que je voulais m'acheter un vélo avec un degré de motivation proche je ne vais pas dire de zéro, mais voilà, j'étais motivé. Enfin, j'avais l'idée de faire du vélo. Et en fait, j'habite à Lille et la ville de Lille, je ne parle pas du tout de politique, la ville de Lille s'est mise à faire de très belles pistes cyclables partout dans l'île. Et donc, je me suis dit, tiens, pour mes 60 ans, je veux vraiment un vélo parce que la ville a fait des belles pistes cyclables. Et en fait, je dis ça parce que la science est en train de démontrer clairement
que si on veut changer ses comportements, il faut que l'environnement, la société et la politique changent son environnement. En fait, le comportement individuel va beaucoup plus facilement changer si l'environnement sociétal, politique a changé. Bon, on le savait pour le tabac, hein, si vous arrêtez de fumer et que vous allez à une soirée où personne ne fume, ben, vous n'allez pas fumer. Si vous allez à une soirée où tout le monde clope, le fumeur va rechuter. Et pareil pour plein d'autres choses. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment important de considérer le changement du comportement individuel avec l'environnement sociétal et politique. Alors les politiques, ça met toujours beaucoup de temps, mais ça va dans le bon sens. Et puis un dernier point qui est en train d'émerger en santé et surtout en prévention, mais ça, c'est pas encore financé, c'est pas encore valorisé, malheureusement. C'est, vous savez, quand il y a une maladie, on parle d'éducation thérapeutique. Par exemple, quelqu'un qui a un diabète, il va avoir des séances d'éducation thérapeutique pour doser sa glycémie au doigt, puis savoir quelle dose d'insuline il doit ingérer. Et puis, on peut faire ça sur les chimiothérapies orales et ainsi de suite. Enfin, sur plein de maladies, éducation thérapeutique. Et ce qui est en train de se développer très fort, mais qui malheureusement n'est pas valorisé, peut-être un jour par les mutuelles, ou peut-être que vous le faites déjà, c'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. C'est-à-dire que l'entretien motivationnel est à la prévention ce que l'éducation thérapeutique est à la maladie. C'est quoi un entretien motivationnel? C'est, Eric, tu as envie de faire du vélo? Si tu fais du vélo, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et Eric, si tu fais pas de vélo, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et si par contre tu fais un peu plus attention à ton sommeil? Et donc ça permet d'aller vous titiller à l'intérieur de vous-même sur votre ambivalence à faire, à ne pas faire, qu'est-ce que vous gagnez à faire ou à ne pas faire, et qu'est-ce que vous priorisez. Et ça, c'est un, je vais pas dire un grand, enfin j'espère que c'est d'un grand avenir, mais aujourd'hui, c'est pas, quand je dis c'est pas valorisé, je veux dire la personne qui fait l'acte ne touche rien aujourd'hui par l'assurance maladie, c'est pas rétribué, c'est pas offert, c'est pas payé. Donc voilà, mais c'est un gros enjeu et on sait que dans les pays les plus civilisés en termes de prévention, hein, je peux les citer, Danemark, Suède, Norvège, Singapour maintenant aussi qui avance très vite en prévention, on sait que l'entretien motivationnel a une grande part maintenant dans l'approche de la santé. Vous venez d'illustrer, Eric, le passage de l'intention à l'action. Souvent, c'est ça qui pêche, hein, j'ai envie de dire, avec la motivation qui est au centre, justement, pour faire en sorte que des bonnes intentions se transforment en action. J'ai envie de vous poser une autre question, Eric. Si nous devions retenir 3 habitudes simples, faciles, réalistes, à mettre en place dès demain, j'ai envie de dire, pour bien vieillir en bonne santé, ça serait quoi? Alors, je ne parle pas de la nutrition et je ne parle pas de l'activité physique, vous avez compris. C'est dès qu'il y a une fonction qui ne va pas, c'est la réverser. Ça, je pense que c'est important. C'est trouver une motivation dans l'environnement pour changer ses comportements. Et puis également l'interaction sociale. Et l'interaction sociale, il faut parfois se faire violence. C'est oh, j'ai pas envie d'aller là, ça me fatigue. Et puis, qu'est-ce que je veux trouver comme excuse pour pas y aller? Je pense que ça, c'est vraiment important. Mélissa, qu'est-ce que vous pourriez donner comme astuces qui font vraiment la différence au quotidien? Mes 3 conseils, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. En premier, du coup, c'est le lien. On en a discuté il y a quelques instants. Le mouvement. Quand je parle du mouvement, bon, Eric parlera peut-être un peu plus de sport, d'éléments concrets. Mais moi, quand je parle du mouvement, c'est vraiment euh, comment dire, demain vous avez envie d'aller faire une marche pour vous vider l'esprit, allez-y, faites-le. Le matin, vous êtes plutôt matinal, allez-y. Si vous êtes plutôt après-midi, allez-y. On ne doit pas tout remettre au lendemain avec la flemme. Mon chéri est très flemmard. Et souvent, je le regarde et il a envie de faire plein de choses, il a plein d'ambitions. Et au moment où il faut le faire, il dit, bon, j'ai le temps, j'irai plus tard. Ça faut arrêter. J'en ai vraiment pris conscience. Donc, le mouvement, c'est très important.
Mamie, comme je le disais, son fauteuil roulant n'est absolument pas un frein. Elle reste en mouvement, même plus que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont toute la journée sur leur téléphone dans leur lit. Mamie, elle, si elle me dit j'ai envie de faire un pique-nique, et ben on va faire un pique-nique. Je voulais qu'on aille dans un endroit dans le sud de la France où j'ai compris que c'était pas possible. Ben, c'est pas grave, on l'a pas fait, mais on avait vraiment envie. Ça s'appelle le Colorado provençal pour ceux qui connaissent. C'est voilà, c'est pas du tout fait pour les fauteuils roulants, mais enfin, il faut pas qu'il y ait de frein à nos envies, surtout dans le mouvement. Et le dernier, c'est le plaisir. Voilà, comme Eric l'a dit tout à l'heure. Même la dernière fois, j'ai fait tomber une boîte de 10 bonbons, alors que normalement, elle en mange 4 la nuit. Elle a mangé les 10, et ben, c'est pas grave, c'est son plaisir. À Pâques, les marques qui nous suivent, elles ont compris qu'on aimait le chocolat, elles nous ont envoyé des colis de chocolat. Eh ben non, on n'en a pas fait la distribution. Non, non, spoiler alert, on les a tous mangés. Mais c'est le plaisir. Et je pense que surtout, arriver à un moment où on a fait attention toute notre vie pour bien vieillir, après avoir écouté les conseils d'Eric pour bien vieillir, faut écouter les miens, pas pour tout saccager, mais pour se faire un peu plaisir à la fin, quoi. Se dire, on peut un peu relâcher la pression avec tous nos efforts, après avoir fait le vélo, même électrique, c'est très bien, hein. Moi aussi, je fais du vélo électrique, c'est très bien. Voilà, on peut manger autant de chocolat qu'on veut si on n'a pas de diabète aussi, parce que ma grand-mère a du diabète. Et les fameux rendez-vous pour connaître notre taux d'insuline à s'injecter, bon, mamie le fait, mais elle finit par manger encore plus de chocolat. Donc bon, voilà, merci. Je propose, après toutes ces informations, toutes ces pratiques, le quotidien qu'on a pu partager, je propose que nous prenions quelques questions. Tout d'abord dans la salle, et puis après, nous prendrons également quelques questions de participants qui sont avec nous à distance. Alors, je propose tout d'abord dans la salle, est-ce qu'il y a une ou deux questions qu'on pourrait prendre? Je propose d'équiper monsieur d'un micro. Je lui prête un micro? Oh, voilà. Voilà. Il est devant, il est Il est devant. devant, alors il n'est pas loin. Voilà. Voilà, parfait. Je vous en prie, monsieur. Nous vous laissons poser Alors, votre question. d'abord, bon, j'ai bien aimé les questions d'abord sur les vaccins. Mais bon, moi, ça m'a surpris, c'est notamment la nécessité d'un vaccin contre le zona. Parce que moi, j'ai vu les publicités à la télévision, mais c'est financé, c'est indiqué, c'est financé par Pfizer. Donc, je me dis, c'est pas une information qui est délivrée par la Sécurité sociale ou par l'ARS. Donc, moi, j'ai regardé ça sans être convaincu, sans savoir. Et d'autre part, mon médecin m'en a jamais parlé, quoi. Euh, Alors, juste, je voudrais finir, et puis je vous laisserai répondre, comme ça, je ne reprendrai pas le micro. Moi, je pense qu'il y a une dimension aussi pour bien vieillir, à mon avis, qui est importante. C'est de mesurer la chance qu'on a de vivre dans notre époque. Il faut quand même se souvenir, enfin, faut se souvenir, faut avoir en tête que en 1800, l'espérance de vie était de 30-35 ans. En 1900, c'était 45 ans. Alors bien sûr, il y avait un taux de mortalité infantile très important, mais n'empêche, on vivait quand même, l'espérance de vie était quand même beaucoup moindre qu'aujourd'hui, et notamment vivre en bonne santé. On a la chance donc de pouvoir, alors on bénéficie de la science, comment dirais-je, d'une meilleure alimentation, mais aussi des conditions de vie qui sont fortement améliorées. Donc ça, je pense que c'est une vraie chance. Et aussi la prévention. Pourquoi? Parce que la prévention, c'est aussi lié à notre époque. C'est quand même triste de devoir subir une grave maladie ou qu'on découvre une maladie trop tard parce qu'on n'a pas fait une prévention à laquelle on peut prétendre gratuitement, quoi. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut mesurer pour apprécier cette chance qu'on a de vieillir. Et je pense aussi que, alors vous l'avez dit sous une autre forme, mais je pense qu'il faut apprendre aussi à être un jouisseur de la vie. Plus on prend de l'âge, plus il faut apprécier ces journées, chacune des journées qui nous est donnée. Merci. Je vais essayer de répondre à toutes les questions parce qu'en fait, il y en a plein. La première, effectivement, c'est le vaccin contre le zona et ou le pneumocoque. Il y a des publicités qui sont faites par l'industrie du médicament. Euh, Aujourd'hui, je vais vous choquer, mais si on vit si bien dans le monde, c'est merci l'industrie du médicament. Ce ne sont pas les médecins eux-mêmes dans leur cabinet, ni moi, professeur d'université. Il n'y a quasiment pas de médicaments qui ont été mis sur le marché. On n'a pas les moyens.
Quand vous avez un médicament qui arrive à l'assurance maladie, c'est 10 à 15 ans de recherche, c'est une molécule parmi 10 000 à 100 000 au départ, et c'est entre 1 milliard et 1,5 milliard. Donc vous voyez, l'investissement d'une société, que ce soit Pfizer, GSK ou ainsi de suite, donc j'irai pas sur ce terrain-là, terrain effectivement glissant, mais moi je dis merci l'industrie du médicament, même si elle coûte cher. Et en France, on la rembourse très mal. C'est pour ça enfin on la rembourse, on paye très mal ces médicaments, ce qui fait qu'on est parfois en carence de médicaments, hein. Il y a eu des périodes où il n'y avait plus de Clamoxyl, je crois. Il y a pas très longtemps, c'était le paracétamol, hein, l'amoxicilline, tout ça. Ouais. Enfin, voilà. Donc bref, peu importe. On ne va pas aller sur ce terrain-là. Moi, je vais rester sur mon terrain scientifique. Alors, le pneumocoque, il a été clairement démontré que le pneumocoque, ça envoie en pneumo, ça envoie en réa et ça tue. Le pneumocoque, c'est une injection. Le vaccin, c'est à peu près 200 euros pour la société. Il est offert par la société. Il n'est pas gratuit. Et chaque citoyen français peut en bénéficier à partir de 65 ans. Une dose, point barre, protégée à vie à plus de 80%. Le zona, il a été clairement prouvé que plus vous faites de zona, mais déjà à partir d'un zona, vous augmentez votre risque d'entrer dans la dépendance. Un zona, c'est pas beau, mais on s'en fout. Un zona, c'est pas beau, ça peut faire très mal pendant le zona et ça peut faire très mal pendant des mois, voire des années qui suivent le zona. Et donc, si ça fait mal, j'ai plus le moral, je prends des médicaments antidouleurs, je bouge plus, je suis constipé, et j'accélère l'entrée dans la dépendance. 2 injections à 2 mois d'intervalle, 2 fois 200 euros, offerts par la société française. Donc, voilà. Alors, si votre médecin ne le sait pas, c'est très regrettable parce que nous, on fait beaucoup, beaucoup d'informations. Tous les médecins ont reçu du ministère et de leur caisse d'assurance maladie. Vous pouvez aller sur Internet, vous mettez calendrier vaccinal au-dessus de 65 ans. C'est un magnifique carnet que je remets à tous les patients, même de moins de 65 ans, parce que je leur dis pour vos parents, vos grands-parents, vos voisins et ainsi de suite, on a un super calendrier vaccinal. Et le Zona, comme je disais, c'est 2 injections à 2 mois d'intervalle, 400 euros. C'est offert jusqu'à aujourd'hui, hein. Je veux dire, profitez-en, parce que vu qu'il n'y a plus d'argent en France, peut-être que dans 2 ans, on dira on rembourse plus le vaccin du pneumocoque et du zona. Alors que c'est un traitement, le pneumocoque, je répète, hein, une injection terminée, protégée à vie, et zona de 2 injections. Et puis après, vous aviez une autre remarque, j'ai oublié. Ah oui, alors la chance, bah voilà. Donc, oui, 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 bien sûr. Non, j'ai bien compris. Et la France est jusqu'à aujourd'hui, un pays merveilleux pour la santé. Je suis parti 1 an aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé parce que j'étais responsable des relations internationales de mon université. Et merci la France de nous offrir ce qu'elle nous offre jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que l'avenir est plutôt sombre parce qu'on consomme très mal la santé. On la consomme n'importe comment et on ne fait pas de prévention. Le curseur, il est encore très médecine curative. Je pense qu'il faut le mettre un peu plus sur la médecine préventive. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espèce humaine, bah, normalement, c'est 30 ans, hein. Donc, la presbytie, bah, je ne sais pas comment a fait Ramsès II, hein, vous avez vu, 91 ans, comment il a fait avec la presbyacousie, comment il a fait avec l'ostéoporose, est-ce qu'il est tombé, est-ce qu'il s'est fait le col du fémur, enfin, toutes ces pathologies qui arrivent au-dessus de 30 ans, on va dire, normalement, on doit être mort à 30 ans, hein. C'est à peu près l'âge, l'espérance de vie physiologique si on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on peut dire merci aujourd'hui à tout ce qu'on a. En France, on peut faire beaucoup mieux, non pas en espérance de vie globale, mais en espérance de vie en bonne santé. Et ça, la balle est dans notre camp, mais à tous, à toutes et à tous, qu'on soit soignants, population ou politique. Merci Eric. Prenant en compte qu'on devrait tous être morts à 30 ans, je vais passer de meilleures soirées. Je propose de continuer à prendre d'autres questions, madame. On va vous faire passer le micro. Merci, professeur Boulanger, d'utiliser le mot aussi prendre soin. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et merci aussi pour Fernande parce que vous avez parlé d'un épisode
au niveau des hôpitaux, mais c'est absolument très fréquent. Moi, je l'ai vécu avec mes parents qui avaient 96 ans et exactement la même chose que vous. Et le problème, c'est que Fernande, elle a beaucoup de chance de vous avoir parce que c'est quand même alors, je sais bien qu'on a fait beaucoup de progrès par rapport à des années, mais on est quand même dans un monde individualiste. Et à partir de ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire si on veut parler de prévention. Moi, j'ai toujours, parce que je suis éducatrice spécialisée de métier, et je me dis qu'il faudrait très tôt, même dans les écoles, peut-être avoir des séances de prendre soin de soi, des autres et des personnes vieillissantes. Je pense qu'il va falloir faire ça parce que si on attend après les politiques, je ne sais pas si on va s'en sortir d'une façon si rapide que ça. Et bon, moi, je trouve que c'est pas si facile que ça de vieillir, c'est-à-dire d'être, d'avoir été et être. Il faut accepter le vieillissement de son corps, ce qui n'est pas facile, même si on l'a entretenu, même si on a fait tout pour l'entretenir, les dépistages, etc. Je trouve que c'est comment dire, on est à la merci, par exemple, de quelqu'un qui vous qui loupe un feu rouge et qui vous explose. Alors là, vous vous retrouvez avec des vertèbres cassées, etc. Puis après, il faut admettre. Et ça, c'est le plus difficile d'admettre d'avoir eu un accident. Vous avez essayé de faire tout pour mieux vieillir, avec pas trop de dépendance. Et c'est pas évident d'accepter de vieillir. Mais une chose, c'est qu'il faut quand même accepter, prendre soin de soi et prendre soin des autres, ce qui n'est pas si facile que ça. Merci. Qui a envie de réagir? Mélissa, peut-être? Bah, écoutez, c'est très vrai. Alors, ce qui est bien, c'est que ni Eric ni moi avons dit que c'était facile de vieillir, et je vous rejoins tout à fait parce que justement, je l'ai vu avec mamie qui est passée par, comme je vous le disais tout à l'heure, ne plus avoir envie de vivre et aujourd'hui vouloir vivre très longuement. Mais pour autant, il y a des jours où elle se remet en question, pourquoi elle est là, etc. Forcément. Après, c'est la faute à pas de chance de se prendre quelqu'un en feu rouge. Faut pas trop penser comme ça parce que malheureux. Complètement, complètement. Vous l'avez pas voulu et pourtant vous êtes pris quelqu'un. Je suis complètement d'accord. Mais pour autant, si on commence tout le temps à devenir pas un petit peu parano, mais à essayer de savoir, de prédire l'avenir, ce qui va nous arriver ou autre, ben on est dans une angoisse constante. Et c'est pour ça que je vous disais, je peux partir demain avant mon arrière-grand-mère. Et pour autant, c'est pas ce qui compte, c'est les jours que je passe avec elle et c'est comme ça que je le vois. Donc effectivement, prendre soin de soi et prendre soin des autres parce que c'est en prenant soin l'une de l'autre avec mamie qu'on passe de formidables journées. Merci. Je vous propose de prendre une dernière question, cette fois-ci avec auprès de notre public qui est à Arnaud, distance. non, Arnaud. J'ai encore une question, s'il vous plaît. Désolé, je vous avais pas vu. Non, mais pourtant, je suis grand, hein, mais bon. Oui, non, mais simplement par rapport à ça, on en parle beaucoup. Et même, il y a des effets d'annonce à la télévision et tout ça. Et lorsqu'il vous arrive, à la limite, vous voulez voir un dermato, vous voulez voir quelqu'un, un spécialiste, c'est le désert. Et vous, là, ça vous fout plus la trouille de trouver quelqu'un. Donc, quelque part, comment on en parle beaucoup, mais on a moins en moins on nous aide de moins en moins, je veux dire. On a du mal à trouver un docteur. Là, je fais un dermato, il me faut 6 mois. Alors, on m'a donné rendez-vous pour reprendre rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, on voudrait bien, nous aussi, quand enfant, et quelque part, je pense que quelque part, on est tous sujettis à savoir ça. On a quand notre docteur il s'en va, on n'en trouve plus. Donc, c'est à la limite, je pense qu'on va être de plus en plus seul par rapport à ça. Des fois, quelquefois, on va être dans le besoin d'avoir besoin justement des docteurs et tout ça, et ils sont plus là. Il y aura un manque. Et quelque part, nous, on va être pénalisés. Si vous voyez le message que je veux dire, quoi. Je vais répondre très rapidement, hein. Les jeunes aussi, hein. C'est pour tout le monde, il n'y a pas que nous qui est concerné, hein. Lorsque, justement, on voudrait bien que ça se passe autrement, mais bon, après, on voit des trucs à la télé, prenez soin de vous et tout ça, mais des fois, ça me fait rigoler un peu, quoi. C'est tout simplement. Ouais, c'est bon. Le rire, c'est bon pour la santé. Tout ça D'abord, on rigole pas mal quand même encore. est assez multifactoriel, hein. Il y a eu beaucoup de politiques où il fallait réduire le nombre d'étudiants en médecine qui passaient de la première à la deuxième année.
Ça, c'est les années 1981, hein. Moins il y aura médecins, moins il y aura de dépenses de santé. LOL. Après, il y a effectivement le papy boom des médecins, hein, qui est parti même. Donc voilà, il faut le faire remplacer. Après, il y a aussi l'exigence des personnes. Moi, je dis souvent, j'habite en plein centre-ville, j'ai un désert de vaches. C'est-à-dire que j'aime bien les vaches et j'aime bien les champs. Je suis en centre-ville et j'en vois pas. Alors, c'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais quand on habite à la campagne, on n'a pas un désert de vaches, on peut avoir un désert de postes, de médecins et ainsi de suite. Après, la France, c'est quand même un petit pays en termes de distance. Quand vous voyez les distances entre les habitants et l'accès aux soins au Brésil, en Chine, en Russie, je ne sais pas s'ils sont des modèles, hein, mais eux, c'est parfois 300-400 kilomètres pour trouver un médecin généraliste. Euh, Après, il y a un autre système, je ne suis pas du tout suédois, hein, mais je trouve que le système, il est super. En Suède, vous avez un médecin qui est responsable par jour de 150 patients. C'est-à-dire que le médecin, il est dans son cabinet, il a prévu d'en voir 10 ou 15 personnes sur la journée. Et puis là, il y a deux infirmières qu'on voit 20, il y a un kiné qu'on voit 10, ben, vous avez compris. Et soit ce qu'on appelle les paramédicaux savent prendre en soin et puis il n'y a pas de souci, tout va bien. Quand il y a un doute, ben, il faut remonter au médecin. Et ça, c'est un système qui est envisageable en France, mais vous imaginez l'ordre des médecins qui va monter au créneau en disant ça, ça peut être fait que par les médecins et ainsi de suite. Et dès qu'on a voulu déléguer, vous avez connu les vaccinations. Maintenant, les pharmaciens, et tant mieux, peuvent vacciner. Il y a eu un certain nombre de médecins qui sont montés au créneau en disant mais pourquoi les pharmaciens vont vacciner? C'est pas très compliqué de vacciner, de faire attention aux indications et aux contre-indications. Donc il y a tout un système à changer, effectivement, et c'est ce que je disais jusqu'à aujourd'hui. Merci la France de nous avoir donné tout ça, mais pas sûr que dans les années à venir, il n'y ait pas besoin d'un grand bing bang. Et puis, j'aimerais aussi compléter votre réponse, Eric, en vous parlant des services que vous pouvez retrouver dans vos mutuelles, puisque nous sommes dans les locaux de CCMO Mutuelles. Il y a certaines mutuelles qui intègrent un service de téléconsultation. Alors, ça ne répond pas à toutes les pathologies, mais en tout cas, pour certaines pathologies, ça permet d'avoir accès à de l'équipe médicale. Là où dans certaines zones géographiques, c'est pas simple d'avoir accès à certains types de spécialités. Et puis, vous avez aussi des services comme deuxième avis médical qui peuvent être aussi intégrés. Là aussi, c'est des services qu'intègrent ces CMO mutuels. Je propose que l'on prenne une question cette fois-ci en distanciel. Alors cette fois-ci, je vais regarder avant, avant de prendre cette question. Comment puis-je prendre soin? Alors c'est Nicolas qui nous pose cette question, qui est à distance. Comment puis-je prendre soin de ma mère qui est loin de chez moi et l'aider à bien vieillir sans être intrusif? Bonne question, Nicolas. Qui a envie de réagir sur cette question? Me concernant, pour ma réponse, je dirais que rien que de l'appeler, je sais que beaucoup de personnes me disent bah, exactement la même remarque que Nicolas. Ils ne peuvent pas à cause de la distance, mais en fait, rien qu'un simple coup de téléphone va vous paraître peut-être anodin parce que bah, on va peut-être pas prendre le temps. Bon, c'est peut-être pas le moment, mais pour la personne qui est de l'autre côté, je sais que ça peut changer une journée. Et je le vois avec mamie parce que très clairement, elle a sa tablette Linote que je lui ai achetée où n'importe qui peut l'appeler quand elle a envie et ça se déclenche automatiquement parce qu'elle elle ne peut pas directement appuyer sur le bouton. Donc rien qu'avec la présence physique, la tablette répond à l'appel. Et je sais que quand son fils va l'appeler, par exemple, après on va m'en parler pendant 3 jours. Qu'est-ce que c'était bien quand Georgie m'a appelé pour prendre de mes nouvelles et il m'a dit que bientôt il allait venir avec Charlotte à la maison. C'est formidable, hein, on lui achètera une bonne tarte aux fraises. Donc pendant 3 jours, elle va m'en parler. Donc ça montre à quel point le contact, même à distance, est très important, je pense. Donc je retiens avoir des contacts, même si c'est à distance, si on n'a pas la possibilité d'être à côté. Il y avait une réaction peut-être dans le public? Les personnes âgées, c'est euh, c'est- c'est mal vieillir. Et de savoir créer des liens dans les familles, entre voisins. Je pense que ça, c'est une chose importante. La personne qui ne voit, qui est chez elle, je ne parle pas ceux qui sont en EHPAD, malheureusement, mais qui est chez elle, toute seule, qui ne voit personne, comment voulez-vous qu'elle ne régresse pas? Elle n'a pas envie. Assurément. Voilà.
Et ça, je crois et ça, on est tous capables de faire un petit effort par rapport à son voisin ou de parfois de dire, ben, ta grand-mère, elle est loin, mais tu peux voir avec telle personne. Je crois que Ouais, ces complètement. liens-là, c'est important. Et moi, je vais bien intervenir pour répondre à Nicolas, mais qu'est-ce que veut votre maman? Parce que là, il pense à la place de sa maman. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? À combien de degrés est-elle motivée au changement des comportements? Et je pense que cette dame, il faut la motiver à elle-même trouver la solution. Alors, bien entendu, plus facile à dire qu'à faire, hein. Il y a effectivement le voisin, la voisine, les associations, le caritatif. Mais voilà, le problème, je pense, il est dans cette dame. C'est à elle d'aller trouver les bons tuyaux. C'est sûr qu'on peut l'aider, mais si elle n'est pas décidée, si elle n'est pas motivée à aller vers l'autre, ce sera un peu plus compliqué. Donc, je retiens l'entretien motivationnel, hein, vous évoquiez tout à l'heure. Nous arrivons au terme de notre événement, donc cette conférence du jour. Je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour les échanges que j'ai trouvés riches et très complémentaires. Merci également à MOA pour l'accompagnement de cette conférence et puis merci à tous les participants, que vous soyez avec nous aujourd'hui ou en distanciel. Vous dire que vous retrouverez très prochainement cette conférence sur le site ccmo.fr. Et puis, avant de nous quitter, on s'est rencontrés juste avant. Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Madame Vigreux, qui est conseillère municipale déléguée aux seniors et à l'autonomie. Et je tenais tout d'abord à vous remercier d'être présente à nos côtés ce soir. Et puis, comme je vous l'ai proposé, je vous propose de dire quelques mots suite à cette conférence qui vient d'avoir lieu. Bonsoir tout le monde. Donc moi, je suis très intéressée à plusieurs titres par rapport à cette conférence. D'abord, je voulais remercier la CCMO de cette initiative. Déjà pour représenter la municipalité, mais moi, je suis maintenant dans la tranche d'âge où ça y est, je commence à être vieillissante. Et depuis 3 ans, moi, je vis avec ma maman pour ne pas la laisser toute seule, pour ne pas qu'elle parte dans une maison et tout, pour l'aider à rester chez elle. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes, quelques bons conseils que je ne mets pas encore en pratique. Alors maintenant, ce qui me motive moi aussi, c'est que j'ai l'exemple de maman qui n'a pas suivi forcément tous ces conseils et qui, à 84 ans, commence à avoir quand même de... Je trouve pas qu'elle soit dans le vraiment bien vieillir. Et du coup, j'écoute un peu quand on commence à dire il y a de la prévention, il y a ci, il y a ça à faire, parce que là, je me projette 20 ans plus tard et en me disant, il va falloir que je fasse quelque chose pour ne pas être dans le même cas et ne pas que mes enfants se retrouvent aussi dans mon cas. Après, j'ai trouvé effectivement cette conférence très intéressante. Moi, je suis toujours un petit peu réticente. Conférence, je vois le truc très, alors pas barbant, mais très technique et tout. Et là, pour la qualité des intervenants, professeur Éric Boulanger, je ne vous connaissais pas, mais voilà, malgré le titre de professeur, je trouve que c'est très abordable, très vivant pour nous. On n'a pas eu une conférence d'un médecin très technique, il faut faire ci, il faut faire ça. Mélissa, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ce matin, dans mon lit, je regardais Fernande se mettre du rouge, du vernis à ongles. J'ai trouvé ça tellement adorable. Et après, aller voir son nom sur la voiture. Donc, je suis Fernande et je suis émerveillée par cette dame. Et puis, le vivant aussi un peu au quotidien, en ayant quand même une maman plus autonome que vous, votre grand-mère, je vous dis toutes mes félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci, on peut applaudir. Merci Madame Vigreux pour ces mots. On se dit à bientôt pour une nouvelle conférence et d'ici là, prenez soin de vous.